Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre dans ce numéro de votre émission Le Forum politique. On les croyait enterrés par la réforme du système partisan, mais ils se révèlent plus vivaces que jamais. Si certains ont pensé que la disparition subie des mouvements de suscitation de candidature à la présidentielle avait suffi à décourager les ardeurs, eh bien la pratique, elle a la vie dure. Les mouvements de soutien, ces ovnis politiques refont surface avec cette fois-ci en toile de fond la candidature du porte-étendard de la majorité présidentielle, Romuald Wardani, qui est déjà adoubé par les parrains et officiellement porté par les grands blocs. Pourtant, sur le terrain, mesdames et messieurs, les flan clubs, les jeunesses, les mouvements et autres forces grouillent de toutes parts. Dès lors, la question s'impose, pourquoi ce besoin de créer des structures parallèles? Si le besoin avant 2018 était palpable, l'est-il encore aujourd'hui dans notre système partisan? Que veulent réellement ces mouvements et que peuvent-ils concrètement, alors que Romuald Wardani semble déjà parti selon certains avec toutes les chances de son côté, au vu évidemment du poids des partis et des personnalités qu'ils soutiennent? Ce business du soutien cache-t-il une autre finalité? Nous ouvrons le débat ce soir sous le thème « Dans l'ombre des parrains et des partis, les mouvements de soutien à Romuald Wardani, que veulent-ils et que peuvent-ils » Merci de nous rejoindre, on s'installe. Dans l'ombre des parrains et des partis, les mouvements de soutien à Romuald Wardani, que veulent-ils, que valent-ils, que peuvent-ils? C'est l'interrogation en débat. Bonsoir à vous, Joël Ataï-Gedegbe. Bonsoir Angèle, bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'être là, vous êtes expert en gouvernance. Bonsoir à vous, Agapit Napoléon Bafoécan, vous êtes notre consultant politique. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et Georges Anagonou qui va nous rejoindre dans ce débat. Il interviendra depuis Paris. Nous essayons donc d'établir la connexion avec lui. Il va rattraper le débat. Nous l'espérons en tout cas. Alors ce soir, le sujet, chers invités, il est connu, mais nous essayons de démarrer ce soir cette émission sans occulter l'actualité brûlante, les résultats des élections communales qui consacre la victoire, si on peut le dire, de l'Union progressiste, le renouveau et du bloc républicain dans les 77 communes. La FCBE, avec ses un peu plus de 6%, échoue une nouvelle fois à atteindre le seuil fatidique des 10% cette fois-ci. 2 élections consécutives, 2 scores qui érigent les 2 blocs au rang de force dominante. Joël Ataï-Gedegbe, peut-on dire que ces 2 scrutins dessinent définitivement la photographie réelle de notre échiquier politique? Je me permets de vous reprendre un peu par rapport à votre introduction quand vous parliez d'actualité brûlante, à voir comment les résultats de ces élections ont été donnés. C'était à se demander s'il y avait même eu élection, s'il y avait des partis candidats ou si quelqu'un était encore intéressé par ces résultats. Il n'empêche, on ne va pas bouder le plaisir de les avoir enfin parce que c'est des données qui nous permettent quand même ben oui, mieux vaut tard que jamais, dit-on, mais la Sénat nous doit sérieusement des explications par rapport à cet état de fait. Mais les résultats sont là, voix du peuple, voix de Dieu, dit-on. Si ceux qui sont déplacés ont exprimé leur suffrage, nous les avons orientés de la manière que vous venez de décrire. Il faut commencer à en prendre acte et essayer d'en tirer les leçons. Et effectivement, 2 partis tirent leur marron du feu sur les 2 scrutins et avec une nette progression, une progression spectaculaire du bloc républicain. Évidemment, le principal parti de l'opposition à avoir le score réalisé aux législatives en 2023 n'était pas de la partie et donc est plus que jamais absent de la scène des communales, pour ne pas dire à la base, parce que ces élections communales vont se prolonger en nomination des chefs quartiers et chefs villages par les partis qui ont eu des élus. Et voilà, donc, il va en découler donc
le maillage du pays ou en tout cas la nomination des chefs quartiers et villages sur au moins 5000 entités dans le pays. Donc on a là une configuration assez intéressante, un maillage qui est identifiable de la carte politique de notre pays. Et la FCBE sort du jeu parce qu'elle a fait illusion, elle a pu occuper des mairies, 6 sur 77 depuis 2020. Et là, elle est définitivement hors du circuit comme sa concurrente ou son concurrent, le Parti Les Démocrates. Et sans qu'on sache comment elle va se sauver. Est-ce que les accords qu'elle a passés avec la majorité actuelle vont lui permettre d'avoir un regain de survie? En même temps, il y a la présidentielle qui reste une petite inconnue. Mais les accords servaient justement à une cause bien précise. Oui, les accords sont a priori caducs pour l'Assemblée nationale. L'accord de coalition parlementaire. Ah ben oui, ils ont signé un accord de gouvernance. Donc ils sont censés être de la prochaine équipe gouvernementale. Oui, on peut le dire comme ça. Voilà, et eux-mêmes l'ont revendiqué fort, au moins jusqu'à la fin de 2025, se revendiquait-il de l'opposition. Il me semble qu'à partir de 2026 et de ces élections, ils veulent plus que jamais, ou la FCBE, voulais-je dire, veut plus que jamais être partie prenante de la gouvernance. À quel poste, en quelle portion, en quelle considération? Celui qui le dira là tout de suite. N'est-ce pas? Voilà. On attend de voir, bien évidemment, le positionnement de cette formation politique. Oui, et on s'interroge finalement sur l'extraordinaire score que pourrait faire le secrétaire exécutif national de la FCBE, qui est candidat à la présidentielle au nom de ce parti. Comment va-t-il en moins de 3 mois essayer de raviver... Oui, de remonter quelque peu pour être mieux à la table de négociation. Sinon, qu'aurait-il à réclamer? Qu'est-ce que les électeurs vont décider? C'est l'infime inconnu de la suite du processus, on peut dire de ces élections générales. Alors, rapide Napoléon Baforican, avec ces résultats, c'est inscrit déjà un système sélectif, estimant que la réforme aurait broyé les voix de l'opposition FCBE et également les démocrates. Pourtant, il s'agit du choix de plus de 2 millions de Béninois qui se sont rendus aux urnes pour ces 2 élections. Peut-on réellement parler d'éviction quand le peuple tranche souverainement selon les règles identiques pour tous les compétiteurs? Et je voulais d'abord saluer la FCBE pour le rôle qu'ils ont eu à jouer en tant que parti politique de l'opposition après les législatives de 2019. Effectivement, une histoire de FCBE finie après ce double scrutin. Mais il faut saluer. Je vois sur les toiles combien les gens s'amusent à railler le parti ou à le tourner en dérision. Je trouve que c'est ne pas aller, c'est voir loin, c'est voir très court, là où il faut se projeter. Nous venons de très loin. Et ce parti, créé sous l'égide du président Yahi, il n'avait pas des mouvements, les partis politiques de l'époque, au moment où il était au pouvoir. Ce parti est allé aux élections communales de 2000, contre le gré de Boni Yahi, et parce qu'ils sont allés chercher le récépissé de 2020, ils sont allés aux élections communales de 2020, contre le gré de Boni Yahi, ils sont allés chercher le récépissé que des classiques du système de l'époque de l'opposition autour du président Yahi ne voulaient pas, parce qu'ils voulaient en découdre, ils voulaient une situation d'escalade. Donc moi, je trouve il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau de bain et que la FCBE, même en échouant aujourd'hui, si on n'était pas dans un système de représentativité, la FCBE aurait levé des sièges, 1 ou 2 sièges peut-être, je ne sais pas, pour les législatives, et on aurait levé aussi peut-être quelques dans les communes aujourd'hui. Donc, peu ou prou, le parti partit des réformes, c'est logique. Il n'a jamais été à jour des réformes. Il n'a pas été aux élections de 2019. En 2020, après le 2019, il y a eu le forum, le dialogue politique
qui lui a permis de prendre son récépissé et d'être aux élections contre l'avis d'une partie, dont le Benou Yahi. Et puis après, le parti a essayé de se maintenir, mais ne pouvait pas, parce que le rôle qu'il a joué en 2020 était un rôle intermédiaire. C'est un rôle un peu d'intérim. Parce que l'opposition radicale n'était pas là, portée par Benou Yahi, dans un pays où on en découvre face to face. Donc, c'est corps à corps. C'était la confrontation Talon-Yahi. D'ailleurs, il était intéressant de voir les deux acteurs revenir sur cette question. Yahi d'abord, le président Talon après. Donc, ça montre que on était dans un environnement d'escalade dans lequel FCBE a joué un peu au troisième larron ou bien aux sapeurs-pompiers. Ce qui est sûr, c'est que grâce à eux, nos élections communales de 2020 ont eu quand même de la valeur parce qu'au-delà des deux partis nouvellement créés, il y avait le parti d'opposition. Et ils se sont maintenus aux législatives de 2023, déjà à la présidentielle de 2021, avec Djemba et Onkwe lui-même comme colistier. 2023, ils se sont qualifiés également pour 2026 avec des candidatures aux législatives communales et à la présidentielle. Il faut saluer un peu l'esprit, disons, rond de Paul Onkwe et de son équipe qui fait que, oui, on peut les appeler des forces tampons de Patrice Talon, comme on veut, parce qu'on ne les voit pas en affrontement avec. Oui, parce que certains sont convaincus qu'ils ont joué bon, est-ce que c'est le mauvais rôle? En tout cas, ils ont servi à valider certaines élections. Oui, dans leur analyse. Un bon parti de la République. Un parti qui est là pour bloquer n'est pas un parti de la République. On a vu tout le malheur qui est fait au Front National de Jean-Marie Le Pen en France, où il y en a des fronts républicains contre lui. Donc, malgré que le Front National était un parti déclaré, connu, reconnu, les gens se retrouvent pour dire c'est un parti dangereux. Les partis qui attaquent le système, qui se dressent face au système, qui ne respectent pas les institutions, sont des partis hors la loi. Mais ils ont la latitude d'exister, ils existent. Donc, je pense que le FCBE a peut-être le malheur de ne pas être ce parti-là. Et oui, parti, on peut le dire, parti talon compatible. Pourquoi pas? Il n'y a aucun mal à cela. Aujourd'hui, on peut l'assumer. Non, je suis pas du parti. Non, non. Donc, c'est pas le fait d'assumer ou pas. C'est que, en tant qu'analyste, il est évident que le parti fait le dos rond, essaie de trouver son la preuve, il n'y a aucune pudeur à dire, bon, nous on est prêt à entrer dans la majorité avant 2026. Moi je trouve qu'il faut dire ce qu'on fait. Et ils ont le courage au moins de dire ce qu'ils font. Et moi je trouve que ils ont été mal récompensés. Mais les scores ne sont pas si mauvais quand on voit que c'est quand même un parti qui n'avait plus de lien. Puis de toute façon, ils se disent de l'opposition, l'opposition les rejette. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont de la majorité parce qu'ils ne le sont pas formellement, même s'ils essayent de jouer le jeu, parti talon compatible, ou troisième force politique de talon pour emprunter l'expression des opposants ou bien de tout ce qu'ils veulent. Tout ça là nuit au parti. Donc moi, au sortir de ces élections, je trouve que FCBE a joué son rôle. Et il faut toujours trouver des gens pour jouer ce type de rôle médian. Rôle médiateur. Je pense que le parti médiateur de cette décennie de talon, c'est finalement la FCBE, lorsqu'elle a fini par se débarrasser des éléments perturbateurs qui sont dans un dispositif de blocage de système et d'affrontement d'escalade. Donc ça, c'est bon. On revient à ma question. Ah oui, il fallait bien parler de deux scrutins, opposition out. Oui, écoutez, moi, en 90, il y avait de l'opposition. C'était qui l'opposition déjà? Aujourd'hui, la conférence nationale, quand on avait déclaré la conférence, on avait dit la démocratie. Je ne sais pas la frilosité que nous avons à chercher l'opposition partout. Finalement, il va falloir faire un texte particulier pour l'opposition. Pour dire, bon, désormais, les systèmes, il y aura la majorité, voilà les textes. Il y aura maintenant, il faut une opposition obligatoire. Sinon, mais si l'opposition est tarée et dépaysée, enfin, pourquoi vous voulez qu'on puisse aller la chercher là où il est? Il y aura d'opposition. Il y en aura. Le Bénin ne finit pas en 5 ans ou en 7 ans. Donc, si le système est en recomposition, si l'opposition n'arrive pas à suivre le rythme, on ne peut pas aller chercher l'opposition. Moi, je ne comprends pas. Mais je peux comprendre les positions passéistes, c'est un peu... Parce que, bon, on nous a fait croire en 90
que bon voilà, démocratie c'est bien, majorité, opposition. Moi j'ai fait la science politique et j'ai fait le droit public. Je n'ai vu aucune obligation. J'ai fait la sociologie politique en première année ou en deuxième année. Nulle part on m'a dit qu'un système doit avoir obligatoirement une opposition. Il doit avoir la liberté pour les gens de s'exprimer, la liberté d'aller aux élections, la liberté d'appartenir à l'association, la liberté d'émettre des informations, d'en recevoir, la liberté d'aller, de venir. Donc, est-ce que cette liberté a été enlevée à quelqu'un? Est-ce que les lois électorales ont été taillées particulièrement contre quelqu'un? Est-ce que tout le monde est mis... Est-ce que pendant les scrutins, il y en a qui ont eu des avantages particuliers que d'autres n'avaient pas? J'ai lu les rapports de ceux qui sont, je ne suis pas totalement une adepte des observations. Mais j'ai lu des rapports. J'ai écouté même les partis, même les militants de ces différents partis. Personne n'a remis en cause, disons, les conditions intrinsèques de validation d'un scrutin. Après, oui, le code électoral a été attaqué en des endroits, mais quand je regarde le score du parti Les Démocrates, oui, si on laisse les errements auxquels le parti lui-même s'est livré, de par son propre management interne, oui, je pense que le 20% n'était pas si impossible. Et donc, du coup, le parti n'a pas cru qu'il fallait y aller, n'a pas cru qu'il devrait défendre vraiment, il devrait investir le terrain. Et donc, pourquoi on va se lamenter de ça? Le Parlement a une fonction. Le Parlement n'est pas un lieu d'affrontement face au président de la République. Le Parlement, c'est voter les lois et contrôler l'action du gouvernement. Donc, le mécanisme existe. Aucun contrôle de l'action du gouvernement ne fait tomber un gouvernement. Depuis 1990, le système est façonné comme ça. Oui, donc, on ait connu les parlements de grande rhétorique comme la première législature, des parlements braquants comme la troisième ou la sixième, ou bien septième, le dernier parlement de Ngweji. Non, pas les deux parlements de Nago, cinquième et sixième, il me semble. Alors, quand on a connu tout ça, ça a enlevé ça a fait quoi à quel président? Ça les a amenés à prendre des ordonnances qui n'ont même pas servi à la même chose parfois. Donc, en réalité, on regarde tout ça, c'est que nous adorons le verbiage, le gros verbiage, la grosse rhétorique, parfois stérile. Et c'est ça, on dit, on n'a pas d'opposition. Aujourd'hui, au Bénin, allez sur les réseaux sociaux, chacun y va de son inspiration, de sa sensibilité. Donc, sur le champ politique, tout le monde existe. Et pour moi, c'est l'essentiel. Le Parlement est celui que le peuple a voulu. Et ces élections communales viennent de démontrer clairement que le peuple a fait ses choix. Près de 80% pour de suffrages pour les deux. Disons 75-76 pour les élections législatives. Pratiquement autant. Sinon, pratiquement 90%. Pratiquement passé 48, 44. Voilà. Ah là, vous voyez, c'est un score. C'est plutôt, on dirait un score soviétique. Donc, ça veut dire que c'est une adhésion totale. Et quand le peuple a fini d'adhérer totalement, je ne sais pas pourquoi on va aller chercher une opposition quelque part au peuple. C'est comme si on est plus intelligent que le peuple. Georges Anagono est en ligne. Georges, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs. Nous rejoindre. Nous avons démarré le débat avant que vous nous rejoigniez. Et nous avons commencé par, bien évidemment, les résultats qui sont sortis pour le compte des élections communales. Dans un premier temps, nous avons essayé d'apprécier cette photographie de notre échiquier politique avant d'embrayer sur ceux qui estiment que ces deux élections ont permis à, on va dire, sortir du jeu l'opposition. Alors, je vais vous faire réagir sur ces résultats, j'y arrive. Je ne sais pas si la règle dit que si quelqu'un allait aux élections et que la personne, en fait, un parti n'a pas d'élu, cela veut dire que le parti n'existe pas. Je ne sais pas si c'est ce que la règle dit. Les fortunes ne sont pas les mêmes. Les partis qui n'ont pas pu avoir de candidats élus aux deux élections, je pourrais dire, doivent se réorganiser, selon la charte des partis, je pense. Et ils ont déjà le mérite d'avoir participé aux élections. Et donc, nous avions déjà dit, dans notre mission passée, comment ils vont s'organiser, comment ils vont faire pour pouvoir exister pendant
les 7 ans encore et retenter leur chance. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas dire que les partis qui n'ont pas eu d'élus n'existent plus. À mon avis, ce serait une erreur, parce que ce n'est pas ce que la charte des partis dit. Ces partis existent toujours. Comment faire pour résister à 7 ans ou au moins 6 ans d'inactivité? Ça, c'est peut-être la grande question qu'il faut se poser et faire chose là. J'ai suivi l'intervention surtout de Agapit. Et j'ai compris, je voudrais dire que pour FCDE, si Agapit n'existait pas, il faudra le créer. Parce qu'en fin de compte, l'élection qui vient se passer nous montre que le parti FCDE a un électorat lorsqu'elle n'est pas là. Les gens, à tort ou à raison, considèrent que ce n'est pas la vraie opposition. Et dans une démocratie, être opposition n'est pas un péché non plus. C'est d'ailleurs le jeu de la démocratie. Si peut-être on arrive à écrire d'autres livres de sciences politiques, on pourrait peut-être encore amener à redéfinir la chose. Parce que la démocratie voudrait que les différents pensées s'expriment et posent des actes dans cette condition. Et donc, moi, je voudrais d'abord féliciter les 2 grands partis politiques qui ont obtenu, pas le jeu, pas effectivement l'application du code électoral. Parce que quand je donne la circonscription électorale pour les communales, je veux dire, aujourd'hui que les résultats de la Sénat sont sortis, beaucoup sont surpris. Or, entre-temps, pour les élections communales, l'histoire de 10% a éliminé FCDE. Donc, les élus qu'on pensait que FCDE avait ont été dissous, si vous voulez, enfin, par le jeu du code électoral, ces élus n'existent plus et sont partis au profit de ceux qui ont pu réunir les 10% ou les 20% au niveau national. Si c'est la cause de leur inexistence, moi je voudrais dire que c'est tout à fait aussi normal dans une démocratie que les règles qui les ont fixées soient respectées. Alors, ce respect des règles a profité au parti majoritaire et nous avons vu que dans cette condition, normalement pour ces élections communales, on aurait cru que comme en 2020, quand les aides n'ont pas été aux élections, que avec l'accord de gouvernance, que FCDE allait avoir les 10% qui tenaient pour avoir droit au partage. Donc, ils n'ont pas eu, n'avaient pas un discours clair et précis. On a depuis, on ne sait pas où vous êtes. Le discours n'est pas clair. Et à partir de ce moment-là, moi, quand j'étais dans les bureaux de vote, et quand je voyais les résultats, j'ai dit l'électorat béninois a montré une certaine maturité, en fait. C'est-à-dire qu'on fait 2 élections le même jour. Les gens qui ont voté pour un parti X, pour les législatives, ont parfois changé lorsqu'il s'agit de voter pour les communales. Et c'est ce que j'ai constaté, je rappelle ça une certaine maturité de l'électorat béninois. On pouvait dire que, bon, voilà, il n'y a pas de rôle on fait à quelqu'un pour que je dise dans tel moment vous avez joué tel rôle et pas conséquent politiquement, vous soyez récompensé. Si ce n'est pas la règle, ce n'est pas ce que le groupe a choisi. Donc, moi, je pense que dont le discours semble clair à votre analyse, peut-on encore dire que l'UPA et le BR tiennent réellement de fief au vu
des scores qu'on a entendu la Sénat proclamer ce 27 décembre, ne sont-ils pas, 27 janvier, pardon, ce 27 janvier, ne sont-ils pas plutôt devenus des partis de partout et de nulle part, signant selon les variables locales de chaque élection, M. Anagono? Non, justement, de nulle part, c'est pas honnête. De nulle part, c'est pas honnête. C'est-à-dire que ils ont profité du terrain laissé à ceux qui n'ont pas pu avoir 10% et 20%. Ils ont profité de cela. Et donc, ils ont occupé ce terrain-là. En réalité, cela ne leur appartient pas de façon claire. Parce que quand on a vu dans les villes, dans cette partie, on a vu qu'ils ont été battus aussi, parfois. Mais aujourd'hui, est-ce que vous allez dire que ces terrains leur appartiennent? Non. La règle du jeu a fait que c'est eux qui ont obtenu sur la moi, c'est ce que je disais. Avant la proclamation des résultats, je travaillais chez moi et dans ma constitution électorale, je vous ai dit pour les communales à Boupa, le FCDE avait levé des sièges dans le pouvoir. Ils avaient levé 7 ou 6 sièges. Mais n'ayant pas obtenu les 10%, ces sièges-là ont été attribués à FCDE hier. Je dis FCDE, excusez-moi. UPR et BR. Dans cette condition, est-ce que je vais dire que ces terrains-là n'appartiennent pas à FCDE? À mon avis, j'aurais fait une erreur. Donc, du coup, les partis existent toujours pour de fièvre, vous l'auriez remarqué. Dans certaines fièvres, effectivement, les gens ont fait le blocus, le bloc à outre par rapport à leur électorat. Ils ont été maîtres, même temps. Si FCDE avait les 10%, ils seraient restés maîtres de ces terres-là. Donc, à partir de ce moment, je ne dirais pas qu'ils sont restés. Mais, FCDE qui a été éliminé à des niveaux donnés, à des choses-là données, a eu des élus, mais n'ayant pas obtenu 10%. Je dis 10% parce qu'ils sont en accord. Donc, n'ayant pas obtenu 10%. Pour les 10%, il n'y a pas d'accord en la matière. Pour les 10%, enfin, pour le seuil d'éligibilité, il n'y a pas d'accord. C'est dans la gouvernance que l'accord intervient. Donc, il faut d'abord prendre les sièges. Donc, voilà. Là, c'est encore pire. Donc, voilà. Moi, je voudrais dire que chacun devra s'organiser maintenant, surtout pour ces partis-là, c'est-à-dire Molbénier, FCDE, les LD, s'organiser pour exister, sinon les autres. Donc voilà, ils confirment toujours qu'ils sont les terrains, et ça, c'est pas à négliger. Sur la même question, quand vous observez un peu les chiffres, on constate quelque peu une sorte de jeu de chaise musicale pour ce qui concerne ces élections communales pour les partis Union progressiste, le Renouveau et Bloc républicain. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'ils détiennent encore des fiefs au vu des chiffres que vous avez vus, Joël Ataïguédégué? La vérité est forcément un peu plus nuancée. Il y a eu des glissements, il y a eu des évolutions. Et avant cela, il y a eu d'importants mouvements quelquefois entre les partis. Certains élus ont basculé, on ne l'a pas assez relevé, et donc peut-être qu'ils ont basculé aussi avec leur base. Et ça pourrait expliquer, je ne le dis pas tout de go, il faut vraiment affiner davantage. Mais c'est la preuve que rien n'est figé, ni au cœur de la majorité présidentielle où on semble être convergent, il y a concurrence. De l'autre côté, il y a place pour se maintenir ou bien pour disparaître quelque peu. Et ça, non, plutôt Georges a raison d'invoquer les règles qui sont les mêmes pour tout le monde. Et c'est ce que chacun a fait avec ces règles-là. Évidemment, me dira-t-on, ceux qui sont majoritaires ont taillé peut-être ces règles à leur mesure. Mais c'est la loi du genre. En attendant que d'autres arrivent et sont en mesure de le faire et ne feraient certainement pas autrement. Bon. Cela étant, c'est au fond l'organisation interne de chacun qui est le discours tenu dehors vis-à-vis non seulement des militants, mais de ceux dont on a besoin des suffrages, parce que les partis ne sont qu'une infime partie de l'électorat. Donc ne nous trompons pas non plus de réalité. Donc il faut valider à la fois
une organisation présentable, une espèce de cohésion qui rassure, qui montre qu'on ne vient pas en zizanie, on ne vient pas perdre son temps dans des querelles intestines et que ça vaut la peine d'être derrière un attelage qui tient la route. Deuxièmement, il faut que le discours également tienne la route. Et pour des partis qui sont aux affaires, qui sont sortants, il y a un bilan qui a forcément parlé. Parce qu'à l'inverse, il aurait pu y avoir un vote sanction également, s'agissant de gens qui sont aux affaires. Donc, à l'évidence, sur les 2 scrutins, l'électorat a validé un bilan. Troisièmement, il y a les règles du jeu qui s'imposent à tout le monde. Et enfin, l'espèce de combinatoire qui est propre à chaque électeur. À l'arrivée, on ne peut qu'essayer de décrypter en disant que l'électorat a voté utile. Utile pour ceux qu'il estimait nécessaire ou bon de requalifier. Utile également pour ceux qu'elle a pensé utile et nécessaire de positionner en recours, en alternative. Encore fallait-il avoir le score pour pouvoir en imposer comme ça. Et l'électorat a voté utile, enfin, pour dire que dans toute cette offre-là, pour lui, voilà, il y avait lieu d'aller droit au but, en quelque sorte, malgré l'estime, malgré la sympathie qu'on pourrait avoir pour quelque parti, quelque leader que ce soit. Il fallait prendre une décision. Et c'est le même jour qu'ont eu lieu les deux scrutins législatifs communaux. Si les agents électoraux ont effectivement appliqué la consigne, ça veut dire que l'électeur, dans un premier temps, a voté pour les législatives, est revenu prendre un bulletin pour les communales où il manquait 2 partis candidats aux législatives. En quelques minutes, il peut changer d'avis comme il peut rester constant. Il peut aussi chercher à varier. On peut voter pour un parti donné aux législatives et pour les communales parce que peut-être on connaît mieux ou bien on est plus proche d'une certaine réalité, chercher à aller vers une offre donnée. Mais déjà, il y a 2 partis manquants, et principalement les démocrates. Il n'y a pas eu transfert de voix en faveur de ceux qui semblait, notamment la FCBE dont on parlait, semblait relever de l'opposition. Donc l'électeur n'a pas validé le statut d'opposant de la FCBE, ou le statut alternatif qu'aurait pu représenter la FCBE, puisque la FCBE même n'était plus en situation de revendiquer une quelconque résistance et ne demandait qu'à sauter à pieds joints dans la majorité. Et alors, entre la copie et l'original, l'électeur est allé droit au but, a validé ceux qui sont sortants. Et hélas, sur les tendances lourdes, depuis 2020, la constante est là, que la SCBE a du mal à se maintenir à 10%, surtout qu'il y a une autre offre qui semble plus radicale, plus authentique que la sienne. Mais il n'empêche, l'hommage que Agapit a rendu à la SCBE vaut d'être, c'est un parti qui a fait l'effort d'être républicain, de se conformer aux règles. On n'est pas obligé de le suivre dans tout, mais cela vaut d'être souligné effectivement et salué comme tel. Quand on se concentre alors sur ces 2 parties qui ont pu lever l'échelle, Agapit Ablomafouika, on a essayé de faire l'exercice hier, certains se sont maintenus, ils ont perdu, ils ont gagné, etc. Au vu et à l'analyse de cette évidence, sortons progressivement des partis qui disent avoir des fiefs à eux. Disons que les mêmes analyses valent aussi bien pour FCBE que pour les partis de la majorité. FCBE, c'est pas une affaire c'est pas son offre qui est le problème, c'est le parrain. Le parrain a abandonné FCBE. FCBE s'est retrouvé sans parrain. C'est là, nous sommes dans une dynamique d'affrontement majorité-opposition, c'est-à-dire talon, yaï, talon. L'électeur ne va pas aller chercher loin. Donc, ce que dit Georges par rapport au FCBE là, c'est pas ça. C'est pas que le parti n'est pas clair. Le parti est clair. Le parti n'a pas changé. Sa ligne n'a pas varié entre 2020 et 2022.
26. Le parti dit en 2020, en 2019, après les législatives, nous on a voulu offrir le récépissé à notre président d'honneur pour qu'on puisse exister dans notre parti politique. Quel mal ils ont fait là? C'est à cause de ces récépissés qui n'ont pas été aux législatives 2019. Le pouvoir offre des possibilités avant un dialogue politique. Donc, pendant qu'une certaine ligne se braque pour dire on n'y va pas, certains disent on va y aller prendre. Ils ont pris, on dit non, vous êtes la troisième force politique. C'est depuis là qu'on les accuse. Et la démission fracassante de Yahi par voie de Facebook et réseaux sociaux en 2020, que ça ne nous échappe pas. C'est en plein processus électoral des communales que Boni Yahi a démissionné. Et certains déjà accusaient le parti d'être la troisième force politique de parti de salon. Et en 2020, il n'y avait pas les démocrates, il faut bien le dire. Donc, le score de 2020 vaut pour 2020. Pour une FCBE, ou bien pour ce qui était encore les FCBE, les forces Cori. Entre-temps, la démission de Yahi, totalement, qui a dit désormais que de ne plus associer sa photo, son logo, a fait que bon, le parti s'est retrouvé en l'air. Et le parti a essayé de se gérer. C'est là le sens de l'hommage. Les deux partis, UPBR, ils vivent sous l'ombre de talons. Ces talons, ils ne sont rien. C'est tellement évident. Et quand il n'y avait pas de talons, il y avait l'Union de la Nation. Donc, les lecteurs regardent déjà la qualité intrinsèque des membres de ces deux partis. Leur force d'animation, rien ne les met en jeu. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais prenez-les intrinsèquement, isolément. Et dites-moi qui avait un fief personnel qui lui permettrait de se faire élire dans le cadre de mots de que nous avions. Même pas à Zanaï. Ne s'est jamais fait élire comme ça. Claude Protection, qui occupe le terme, ne s'est jamais fait élire comme ça. Ablébia Saline n'a pas pu se faire élire. Il a été élu hors de coalition. Qui? Non, je parle de hors coalition. Ah oui, d'accord, on est d'accord. Donc je parle de sous l'ombre d'un parrain. Voilà, sans le don. Ablébia Saline ne s'est pas jamais fait élire seul. La coalition a été battue en 2011. Donc, même chez lui, dans son fief. Alors, donc c'est pour dire que si on ne voit pas que malgré les qualités intrinsèques des animateurs, pour la petite histoire, c'est Valentin Oudé seul qui, ayant démissionné de la RB en 1996, a pu se faire réélire. C'est lui seul. La RB a fait, à l'époque, tu démissionnes, tu ne peux pas te faire réélire, parce que c'est sous l'homme des talents que tu vas aux élections, à l'époque. Donc tous ceux qui étaient de RB, qui étaient ce mauvais le torse, pensant qu'ils pourraient, dès qu'ils démissionnent, il ne peut pas se faire. Quand Azanaya a quitté, il a fallu se chuter à la FCBE, et au FCBE pour se faire réélire. Et après, ils ont fait la nation. Même les autres transfuges de la RB qui ont été récupérés par le PRD n'ont pas pu. Voilà. Donc, c'est très important de comprendre que c'est sous l'ombre des parrains. Ce n'est pas parce que les partis ont... Donc, ils n'ont pas de fief. C'est les parrains qui ont du fief. Or, en créant aujourd'hui les deux partis, Union et l'UP le renouveau, l'UP d'abord, l'UP le renouveau, et puis BR, Patrick Talon s'est mis en hauteur. Il n'est membre d'aucun parti. Il a offert un champ pour que les partis n'aient pas de fief, justement. Évidemment, mais peut-être chacun de quelque part, lorsque vous voyez l'UP dirigé par quelqu'un comme Joseph Jobrenou, qui a un ancrage de sud à centre du pays, je veux dire, le bloc républicain est dirigé par quelqu'un qui a un ancrage au nord. Parce qu'il faut bien quand même qu'on s'identifie, sinon on va dire c'est un parti du sud, non c'est un parti du nord. Et même malgré que, dès lors que les têtes de pont sont orientées comme ça, les lecteurs ou certaines logiques, les médias autres, les regardent comme des partis UPR du sud, BR du nord. Mais heureusement que ces élections ont montré que l'UPR a pu arracher des sièges au nord, a pris des fiefs sérieusement. Le bloc républicain a pu en prendre au sud ici. Et des bastions. Donc, ça a cassé ce rythme-là que les gens... Même avant ça, il faut préciser que l'UP avait plus d'élus au nord que le BR, malgré cette identification. Donc, voilà un peu... Alors, donc, si je dis ça, c'est pour vous dire simplement que quand vous n'avez pas le jeu de chaise musicale, non. Vous savez, ces partis sont nouveaux. C'est la deuxième élection communale auquel ils participent. Donc, ce qui est passé en première n'est pas encore une leçon. Ce qui est passé en deuxième commence maintenant pas à confirmer certaines tendances. Il faut attendre troisième, quatrième pour montrer des fiefs. Mais regardez, les deux ont quand même pu maintenir la moitié de leur fief, au moins. L'UP le renouveau avait 41. L'UP avait 41.
communes qu'il contrôlait. 41 communes qu'il contrôlait, a gardé 23 des 41. Donc plus de la moitié. Le BR en avait 30, a gardé 15. Donc, ils ont pu garder la moitié de leur fief. Maintenant, ils se sont fait. Le BR a arraché 18 à l'UPR, l'UPR a arraché 15 au BR, et ils se sont partagé les reliques de FCBE. L'UPR a pris Kandi, et le BR a pris tous les autres, Sénandé, Copago, Saver, et puis Banter, et Bembeleke. Donc, voilà un peu comment ça s'est passé. Je pense qu'il y a un équilibre. Quand un BR prend une ville comme Porto-Novo, c'est une ville historique. Quand le BR prend Porto-Novo, la capitale, est une ville particulièrement délicate, allez chercher l'histoire. Et moi, l'histoire, je peux le dire, c'est la revanche des PRD. Il ne faut pas aller chercher loin. Absolument. Les gens ils vont assommer le pauvre maire, à qui je pense un salut, l'honorable Yangoti. Mais le problème n'est pas le Yangoti, le problème c'est la revanche des PRD. Non, mais c'est pas lui qui a créé le problème. Non, du tout. Il y a une situation qui s'est créée à Porto-Novo où l'UP a pris Porto-Novo et bien des régions. Mais le problème est que il y a eu des guerres entre eux, même jusqu'à Vlavonou. À un moment donné, Adrien me dit n'oublie pas toujours ces choses-là. Et cette dernière velléité, enfin, je veux dire, ces prétentions qui n'ont pas pu certainement aller jusqu'au bout, as-tu créé, je sais comment cette truc se passe chez moi là-bas, les consignes ont dû être données, et vous voyez la nervosité de Yangoti qui accourt rapidement vers un contentieux précoce, montre que la situation est tendue par là-bas. J'espère que le contentieux sera vidé et que le parti qui a vraiment gagné Porto-Novo dirigera Porto-Novo. Donc, l'un dans l'autre, je pense que ce n'est pas une affaire de fief. Ces partis n'ont pas encore de fief. Ces partis n'ont pas encore. Regardez, aujourd'hui, c'est les personnalités qui les incarnent dans les localités. Il faut les regarder. Un gars comme Arif Ariba, un gars comme Bako Idrissou, à Malanville, a tiré son épingle du jeu en tant que FCBE. Regardez le score. Ça n'a pas pu atteindre peut-être les autres, mais vous avez vu, c'est les grands, que ce soit lui, que ce soit le maire Abachabi, que ce soit à Parakou, et chez certains, dans certains grands fiefs, vous allez voir que les gens ont maintenu leur personnalité à drainer les foules. Mais parce que pour que le parti ait 4%, il y avait donc, aux législatives, il y avait quand même que des gens votent. Et le parti ne se revendique ni de talons, ni de yaï. C'est comme les mulâtres en Afrique du Sud à apartheid. Ils ne sont pas blancs, ils ne sont pas noirs, et ils sont rejetés par les deux camps. Et pourtant, ils ont eu 4%. Au communal, ils ont eu 6%. Il a fallu que des gens, donc c'est les élections de proximité, les gens ont voté pour. Et enfin, ce que je voulais dire, je ne suis pas d'accord avec Joël, les lecteurs du dimanche 11 a voté contre. L'UP a voté contre le FCBE au communal. C'est-à-dire que les lecteurs du démocrate a sanctionné FCBE. N'est pas là pour dire on est opposant. Ce n'est pas le discours d'opposant qui est le problème. C'est exactement ce qui s'est passé à Porto-Novo par rapport à l'UPBS. C'est la même chose entre les démocrates et FCBE. Les FCBE ont parti de leur existence en dehors de Yaï. Et donc, quand le lecteur voit qu'il n'y a pas les démocrates, soit il vote bulletin blanc, soit il va voter les autres. La preuve, les deux partis de la majorité présidentielle ont eu plus de suffrages valablement exprimés là que sur la législative. Le même jour. Et le même jour, au même endroit. Donc presque les mêmes électeurs. Donc ils ont eu 1,3 million, 1,2 million. Donc les deux ensemble ont plus de 1,5 million, 2,5 millions. Et tu permets, je voudrais qu'on rapproche ça du nombre... Non, je ne vous ai pas oublié, je suis à vous dans 2 minutes. Qu'on rapproche ça du nombre de bulletins nuls. Voilà. Qui fait le double des bulletins nuls des législatives. Parce que... Donc toujours la dynamique de la sanction. De la sanction, on préfère voter bulletin nul là, exactement. Donc, c'est pour dire, moi je pense que l'électeur s'est comporté normalement. Les FCBE n'ont pas parti particulièrement de leur discours, ni de leur absence de discours, comme disait l'autre. Mais... clarté dans le discours. Il n'y a aucune ambiguïté dans leur discours. Ils sont clairs là-dessus. Et Paul Koué n'a jamais varié depuis 2000. Il est resté le même. Moi, j'ai commenté cette partie depuis. Donc, ils n'ont jamais changé. Depuis que Yahi les a quittés,
il n'a jamais pleurniché. Au contraire, quand les démocrates ont levé des sièges en 2023, il a demandé que l'opposition se réunisse. C'est les autres qui les ont rejetés tout le temps. Donc, il ne faut pas qu'on vienne, il ne faut pas qu'aujourd'hui on dise que le discours n'est pas clair. Le discours, c'est l'un des plus clairs possibles. Et quand il s'est agi de dire à partir de 2026, on ne va plus rester dans l'opposition, ils l'ont dit clairement qu'ils ont signé les deux accords, accord de coalition parlementaire et accord de gouvernance. Donc voilà un peu globalement. Je pense que ces élections, moi je pense que le grand gagnant des élections, c'est la réforme du système partisan. Le grand gagnant des élections, c'est la réforme du système partisan, parce que ça a au moins permis de clarifier le jeu. Ceux qui doutaient de ça, ceux qui pensaient que l'électeur s'est bien retrouvé, et là il faut sanctionner, là il faut voter pour, à reconnaître entre deux personnalités, même proches du pouvoir, à choisir son camp. Et donc, là où les gens ont voulu régler des comptes, ils ont réglé des comptes, moi je trouve que globalement, on est dans la logique d'un vote normal, surtout à comparer aux législatives. Le fait que les législatives et les combinaisons aient eu lieu le même jour, au même endroit, ça donne des éléments intéressants d'analyse. Et c'est pour ça que moi je pense que les grands gagnants, ce n'est ni l'UP, le Renouveau, ni le BR, c'est plutôt la réforme du système partisan. Je vois les gens, chacun s'octroie des victoires, attirant de grands agents de victoire ici. Non, c'est de l'usurpation. Encore que si c'est le parti même qui le faisait, je comprendrais. Mais quand c'est individualité, je pense qu'il n'a qu'à cesser. Il faut qu'il ait la pudeur de cesser. Il va rien sans l'appareil. Voilà. C'est sûr. Allez, on va boucler donc cette partie des communales avec cette dernière question. Jordan Ngonou, le grand vainqueur disait à Agapit Apollon Baforican la réforme du système partisan qui nous permet donc d'avoir deux assemblées législatives comme communales qui abordent les couleurs des deux géants de la mouvance. C'est là où j'ose cette question qui commence d'ailleurs à enfler au sein de l'opinion. Sommes-nous face à un bicéphalisme au niveau des partis politiques pour une vision en réalité unique? C'est une question. Ouais, moi, je ne peux pas conclure de ces élections. Je ne peux pas conclure que l'avenir politique de notre pays se trouve aux mains des deux partis. On puisse parler de bicéphalisme. Enfin, bon, je ne sais pas, mais ma manière de voir les choses, parfois, tout à l'heure, moi j'ai vu des gens, dans ces élections-là, je donne juste un exemple comme ça, après Nampigny, eh bien, quand on voit ce cas poussé de UPR dans cette zone-là, le parti après Nampigny, avec même plusieurs personnes socialistes, a pu sortir son niveau du jeu, là où il s'est toujours fait élire. Ça s'appelle le fier. Même si après, on met ça en mal, quand Agapit citait les communes tout à l'heure, il a seulement cité Kandi pour UPR et le reste du BR. C'est cela aussi qu'on peut appeler que vous avez une assise. Avoir fier, c'est juste pour dire que vous avez une assise politique quelque part. Et donc, je ne peux pas nier aujourd'hui que les gens détiennent des assises dans des zones données. Donc, à partir du moment où la réforme a donné ce visage politique, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, des gens étaient déjà élus, mais sans tenir compte des règles ou bien du nouveau code électoral qui stipule le système de partage. Moi, j'ai vu effectivement sur les réseaux où les gens disent non, la Sénat a fait trop d'erreurs, donc je ne sais pas si les choses vont changer après, quand la Cour va trancher, je ne sais pas. Moi, j'ai vu sur les réseaux que les gens estiment que la Sénat a fait des erreurs. Moi, je n'ai pas vérifié pour savoir si, lorsque la Cour va trancher le contentieux électoral, si les résultats vont encore compter quelque part. Mais je pense que lorsqu'on a dit, par exemple, que les gens, comment on appelle, que les gens du PRD se sont vengés à Porto-Novo, cela veut dire que quelque part, Porto-Novo leur appartient. Et je ne sais pas qui va nier cela aujourd'hui, parce qu'effectivement, on est ce qui se passe là-bas. Donc, bicéphalisme, non, je ne
je ne pense pas, parce que les choses sont équilibrables et les choses peuvent encore, surtout dans notre pays, les choses vont encore bouger beaucoup dans l'avenir. On ne sait pas ce qui va se passer pendant 7 ans. Et donc, du coup, un autre parti aussi peut émerger un jour et avoir des sièges à nouveau dans 7 ans. Si c'est cela qui arrivait, si on conclut à ce qui est du céphalisme, je pense qu'on aurait fait une erreur. Et moi, je n'ai pas envie de faire cette erreur-là. Je me dis, c'est un premier jeu. Ce qui est c'est vrai, ce qui a donné ce résultat-là, c'est la réforme du système partisan et surtout du taux électoral. C'est ça qui a donné ce résultat-là. Donc, demain, peut-être que les gens beaucoup plus habitués à ça peuvent aussi se comporter autrement. Je voudrais parler des partis politiques et essayer de lever des choses là, s'ils existent et qu'ils se battent pour continuer d'exister. Donc, bon, voilà. Je ne pense pas que le bicéphalisme, ce serait trop tôt de conclure à cela dans notre pays. Et puis de l'autre côté, je pense qu'il y a des partis qui étaient, on ne peut pas les bloquer dans certaines zones et qui ont maintenu cela. Ils n'ont pas bougé, et même si c'est pas même ampleur toujours quelque part, certains partis sont plus assis. Je voudrais même parler des deux partis dans notre pays aujourd'hui. Certains sont plus assis que d'autres à des endroits donnés. Donc je ne crois pas au bicéphalisme. Une vision unique malgré cette photographie qui montre clairement ce pouvoir des deux partis aujourd'hui de la majorité présidentielle du bloc. Non, une chose est que ces deux partis dominent exclusivement les institutions législatives et communales. Bon, mais non seulement ça, mais il y a près de 20% de l'électorat qui n'a pas été représenté par eux. De deux, je reprends à mon compte ce que Georges disait sur la dynamique, sur la vie simplement, des conflits, des erreurs, des errements sont possibles et rien n'est figé. Et une recomposition est possible. Certains peuvent se rendre à l'évidence d'aller vers ces blocs-là. Là, on dirait qu'il y a une tendance à cela. Pour l'instant, on n'y est pas. Peut-être que les gens vont se recomposer autrement, ou bien que malgré l'éclatement qu'on a voulu... Oui, il est possible que les gens tentent de résister. Non, pas forcément, c'est pas une fatalité. Enfin, représentatif, si vous préférez. Ah, attention. Oui, oui. Quand je dis existence, représentativité. Au niveau des assemblées. Attention. Imaginons simplement qu'on ait pu avoir 2, 3 autres candidats à la présidentielle et qu'ils challengent sérieusement les deux actuellement qualifiés. Qu'est-ce qu'on dirait? Et même sans avoir de parti, enfin, ce n'est qu'un cas d'école. Et donc, autour de ça aussi, il y a d'autres dynamiques possibles. Voyez-vous, il y a des figures qui peuvent émerger, entraîner. On a parlé du rôle des parrains, et ça n'a pas disparu encore avec le système avec la réforme du système partisan. Et il y a quelqu'un qui est en train d'aller en retraite sanitaire, ça ne veut pas dire retraite politique. Ce qu'il a dit de son dernier mot, s'agissant de l'animation de la vie politique. Est-ce que une ou d'autres figures ne sont pas capables d'émerger? Il y a des figures qui peuvent émerger, entraîner. On a parlé du rôle des parrains, et ça n'a pas disparu encore avec le système avec la réforme du système partisan. Et il y a quelqu'un qui est en train d'aller en retraite sanitaire, c'est facilité, victoire et que sais-je encore. Donc, attention, beaucoup de choses sont possibles. En Angleterre, pendant longtemps, qui aurait imaginé que de nouvelles figures émergeraient quand on voit la domination de certains premiers ministres ou bien de certaines tendances. Et donc les choses vont très vite quelquefois. Même analyse oui, Agapit. Mais je pense que la terre appartient aux premiers occupants. Il se fait que les réformes se font devant nous. Oui. Pour moi, ce dualisme, ou bien ces deux partis ont encore des beaux jours devant eux. Il faut ajouter, au début, je dis toujours qu'il y avait la place pour 2-3 partis de la majorité ou 2 partis de l'opposition. Il y en a. Donc pour moi, 5 partis, globalement, le système est façonné pour que 5 partis puissent franchement revendiquer l'assise nationale et donc du coup, disons une sorte de légitimité et d'adhésion des populations. Les autres peuvent exister et
C'est ça le charme de notre système. Voilà, c'est ça le charme de la réforme. On n'empêche personne d'exister. Si vous avez des moyens, ça vous permet de faire passer vos idées. C'est ça qui élimine déjà les moyens. Non, n'éliminez pas. Parce que à exister, faire passer ses idées, c'est déjà la démocratie. Ça veut dire que vous n'existez. Aux États-Unis, on voit deux partis. Mais on ne voit pas ce qui bouillonne en bas. On ne voit pas ce qui bouillonne totalement dans les régions, dans les comtés, on ne voit pas. On voit au niveau simplement des États fédérés, lors des élections de midterm ou des élections générales, on voit simplement que tel a levé par le système du système majoritaire tous les sièges. Ça, c'est au niveau des grands électeurs. Mais pour élire un grand électeur, il y a aussi en bas tout un modèle. Par exemple, le même jour, on élit beaucoup de personnes. Donc, la démocratie que nous avons entamée depuis 2016 au regard des réformes, depuis 2016, au niveau des réformes, avec les réformes, c'est un virage. En fait, nous avons réformé la décision de la Conférence nationale. De 2016, réforme ou remodernise ou actualise les décisions de la Conférence nationale. Ça a touché au socle. Ce que la Conférence nationale a décidé est resté. Multipartisme intégral. Regardez, on peut créer des partis, on peut avoir même 20 partis. On peut avoir même 30 au regard des textes existants. Mais 30 partis qui se revendiquent des populations et qui peuvent valablement aller aux élections et se maintenir, on ne peut pas avoir plus de 5. Donc, les deux qui occupent aujourd'hui le champ ont les moyens de leur politique parce que vous avez la possibilité de chef de quartier, chef de village, vous avez le chef d'arrondissement, vous avez les maires, vous avez les députés, donc vous avez des ministres au gouvernement, et donc vous avez des DG, vous avez des ambassadeurs. Donc, vous exercez le pouvoir et vous avez donc les moyens de vous faire voir tous les jours. Il y a les autres qui n'ont pas ce moyen-là de se faire voir tous les jours. Donc, eux, ils vont se fier à leurs parrains. Or, le système dit très politique 6 ans. Un an pour faire. Bon, ici, les parrains, comme Moriaï, qui ont des moyens, peuvent tenir sans perturber le système. C'est que le Parti des démocrates peut tenir. Mais si ça tient et ça perturbe le système, ils vont en pâtir. Et donc, combien de gens du Parti des démocrates sont prêts à retourner sous l'emprise ancienne? Je ne sais pas. Mais d'autres barons ou d'autres parrains peuvent naître. Mais comment ils vont s'afficher et exercer alors qu'on est en période donc de trêve? Ça fait que aujourd'hui, comme je l'ai dit, la terre appartient au premier occupant. Un bon casting, un bon management de l'UP de Renouveau et de Bloc républicain sur le terrain, moins de chamailles, beaucoup de contacts directs avec la population. Moi, je pense que ce faisant, ils vont se maintenir, quitte à créer en leur sein des logiques démocratiques. Il ne vous échappe pas, quand on regarde les deux partis, l'UP de Renouveau et le Bloc républicain, que le mode de gouvernance des deux est différent. Chaque parti a son mode de gouvernance. Et aujourd'hui, le parti qui semble sortir gagnant, il y a faux fuyants. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des faux fuyants. Un certain nombre d'analystes peuvent mémoriser. Mais de manière claire, le parti qui, aux yeux, ça saute à yeux, qui a gagné, c'est le BR. Oui. C'est le BR qui semble grand gagnant de la bataille des deux sur le terrain. En termes de progrès, en tout cas. En termes de progrès. Mais quand on regarde, c'est pourquoi je parle de faux fuyants, parce qu'en réalité, quand on rentre dans les chiffres, et on s'est amusé à ça, de 2020, l'écart entre les deux, au communal, c'est 2%. 2026, l'écart entre les deux, c'est 4%. Toujours profit de l'UP. L'écart en termes de suffrage exprimé, c'était 60 000 entre les deux. C'est 120 000 entre les deux, au profit de l'UP de Renouveau. Donc, et malgré tout ça, le Bloc républicain se retrouve à un siège, alors qu'avant c'était une quarantaine, une dizaine de sièges, c'est 11 sièges entre les deux. Donc, n'oublions pas ça, que si on regarde les sièges, aussi bien à l'Assemblée nationale que dans les assemblées communales, on peut se tromper sérieusement sur le poids de chacun. Mais il se fait simplement que l'adhésion des populations et l'image que vous offrez peut vous donner plus d'attirance des gens. Je vais parler des démissions par-ci, par-là, des mouvements, des jeux de chaîne musicale, des fiefs
des gens qui quittent l'UP pour aller au BR, BR pour aller au l'UP, à un moment donné, ils ont arrêté ça avant les élections. Ça a joué son rôle. Et maintenant, si on va ajouter le contentieux électoral, là où les scores sont intriqués, ça peut permettre peut-être de réajuster. On va attendre tout ça, mais est-ce que nous sommes dans une bipolarisation politique? Je ne peux pas dire qu'on a encore créé le système américain, non, on est loin de là. Mais je pense que clairement, tout réuni, nous sommes en train de rétrécir le champ de la compétition, tout en laissant large le champ de l'animation politique. Ça, c'est le génie béninois. La liberté existe. Après, il faut être sélectif quand on va au niveau électoral, parce que le peuple souverain, le tri va se faire d'abord entre les partis qui existent, et après, ils vont se soumettre au choix du peuple et souverain. Je vais finir sur deux précisions. Les élections, les scores, les résultats de la Sénat sont les résultats définitifs par rapport aux élections communales. C'est définitif, il n'y a plus d'autres proclamations à faire. Par contre, le contentieux peut permettre d'invalider, d'annuler et autres des sièges. Donc, on va être attentif à ça. Mais la Cour a 6 mois. Donc, la configuration des assemblées locales peut changer. La majorité peut changer. On a vécu ça à Paracou, lors des communales de 2020, où la majorité FCBE a basculé au profit donc des blocs républicains. Donc, c'est bien possible que ça se repasse encore quelque part, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, au niveau des communales, il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas eu non plus grand changement par rapport au mode de répartition des sièges. Il faut nuancer. Voilà. Au niveau des communes, il y avait déjà accord de gouvernance locale. Oui, ça c'est pour la gouvernance. C'est une fois, c'est une fois les élections terminées. De 2020, c'était a posteriori. Bon, donc ils expérimentaient cela et évaluaient au fur et à mesure. Forcément, ça va être reconduit comme un package entre ces deux. Non, bon, forcément, c'est pas évident, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus la troisième force politique qui les dérangeait. Voilà. Là, aujourd'hui, puisque c'est interdit, personne ne peut quitter le CBE et l'UP pour aller faire la majorité au BSR. Le maire est désigné par le parti majoritaire. Directement. Donc, du coup, je ne vois plus l'importance d'un accord de gouvernance entre eux. Ah ben ça dépend, puisqu'ils ont encore un candidat à la présidentielle. Oui, mais les mairies sont différents, c'est le pouvoir local. Oui, c'est les intérêts maintenant qui... Voilà, parce qu'ils sont concurrents maintenant que le terrain. Donc c'est ça que je voulais dire, il n'y a pas de cadeau. Le nouveau code n'a pas changé les donnes au niveau communal. Oui, il faut le retenir. En termes de partage de sièges, même en termes de seuil de représentativité et de partage de sièges, le nouveau code n'a rien changé. C'est nos élections, c'est le code de 2019 qui continue d'avoir les mêmes effets qu'il y a aujourd'hui. Donc il faut le préciser, le code n'a rien changé par rapport aux élections communales, par rapport au partage de sièges et par rapport à la désignation du maire. La loi complétive s'est refondue dans le nouveau code et tout. Oh, la loi complétive date de 2020. Plus la précision sur les chefs quartiers de village. Bon, ça, comme on n'avait pas eu en tout temps. Voilà. Voilà. On a commencé à en avoir et ça a donné lui-même à des querelles entre les deux. Oui, en 2020, on n'est pas allé là. Non. Et après, il y a une décision ou bien c'était une loi. Je pense que c'est dans la loi de... Dans la mise en œuvre, on a vu rapidement les frictions se naître, mais c'est un atout déterminant pour les partis qui en ont qui ont gagné. Et moi, je trouve que c'est tellement bien que ça se passe ainsi, parce que au niveau totalement direct, c'est quand même dommage, c'est contre-productif que le seul quartier soit en opposition avec le seul d'arrondissement. Ils ne sont pas du même camp. C'est-à-dire que nous parlons de l'administration territoriale et des collectivités territoriales qui s'autogèrent. Alors s'ils ne sont pas en harmonie et que les batailles au niveau national descendent calmement à ce niveau, ça risque d'être une belle cacophonie comme on a connu sous les premières mandatures des maires. Merci à vous pour ces analyses sur cette question. Ce qui est sûr, ces résultats des élections communales étaient donc, on va dire, le dernier test grandeur nature avant évidemment la présidentielle. Et apparemment, le peuple a donné majorité à la majorité présidentielle actuelle. Si tel est le cas, les mouvements de soutien à Romuald Ouaddaï, que veulent-ils, que valent-ils, que peuvent-ils? On marque une courte pause pour ouvrir le débat de ce soir, mesdames et messieurs.